Marc-Ulrich Malekou, vice-président de l'ONS, on parlera du Gabon face au défi de la conquête de sa souveraineté intégrale. Je voudrais dire un petit mot sur Marc-Ulrich, juste pour signaler que dans son parcours, il a été journaliste indépendant et homme politique gabonais. Son contact avec le monde des médias débute en 1990 à la faveur d'une formation au métier de la communication initiée à Libreville par le gouvernement gabonais avec l'appui, bien sûr, des Nations Unies dans le pays. Il perfectionne en fait son art grâce à des bains d'immersion professionnelle, notamment à la radio Canal éducatif francophone à Paris et à l'université Michel Montaigne euh, à Bordeaux 3. Ancien journaliste d'Africa numéro 1, il a été par ailleurs directeur général adjoint de la télévision privée gabonaise RTN, rédacteur en chef adjoint de la télévision privée gabonaise TV+, rédacteur en chef chargé du pôle numérique de l'hebdomadaire gabonais Écho du Nord, rédacteur en chef de la représentation gabonaise de la chaîne radio internationale Nostalgie et rédacteur en chef Radio Émergence, qui est le berceau de son engagement professionnel. Alors, c'est vraiment quelqu'un des médias. Il est ancien président du réseau gabonais des journalistes des droits de l'homme. Il a présidé en extra-professionnel l'Observatoire national des prisons et est présentement président du mouvement panafricain Osons pour l'Afrique, qui l'a porté candidat à la présidentielle d'août 2023 au Gabon. Et avant son désistement, bien sûr, au profit d'Alexandre Barrault d'abord, qui lui s'est désisté à son tour au profit du candidat unique de l'opposition gabonaise à ce scrutin majeur, le professeur Albert Ondossa. Marc-Ulrich Malekou est un de nos conférenciers du jour et également vice-président de l'Organisation néo-panafricaine de souveraineté, donc l'ONS. Marc, êtes-vous là? Oui, je suis là. Oui, c'est à vous la parole. Merci. Merci, Prince. Merci déjà à toi pour nous offrir cette tribune qui promeut les initiatives africaines allant dans le sens de l'affranchissement de toutes les pesanteurs qui plombent notre accès à la souveraineté. Merci aussi aux promoteurs du Forum de souveraineté pour la Renaissance africaine. Je pense d'abord au gouvernement légitime du Togo, représenté par son président Gabriel Agmeyomé Messon-Kodjo, assisté naturellement par les membres de son gouvernement, et à l'Organisation néo-panafricaine de souveraineté, l'OMS, représentée par son président également, Mabadi Ahmed Ali, et l'ensemble des membres de l'ONS présents durant ce forum, absents pour certains, mais tous les infatigables combattants pour la liberté africaine. Merci aussi à tous les cyberparticipants à ce forum. Le thème de mon intervention est le Gabon face au défi de la conquête de sa souveraineté intégrale. D'entrée, si la question de la conquête de la souveraineté intégrale est clairement évoquée à cette conférence, c'est qu'elle est sujette à polémique. Toute chose qui traduit un déficit de jouissance de la pleine souveraineté par le Gabon et les Gabonais, à l'instar naturellement de nombreux peuples africains. Un malaise conforté par les indépendances de pacotille octroyées aux États africains par les puissances impérialistes occidentales, dont la France, dans l'intervalle des années fin 50, début 60. Pour mieux cerner les contours du diagnostic le mieux adapté aux enjeux de conquête de la souveraineté intégrale, nous choisissons dans cette conférence de d'abord parcourir avec vous les phases majeures de l'histoire politique et sociale du Gabon, dans lesquelles les Gabonais ont payé le lourd tribut dans leur migration vers cette quête de liberté. Nous passerons également en revue les obstacles rencontrés dans ce long chemin parsemé de fortunes diverses, avec comme seule ambition, disais-je, la construction d'un État démocratique et souverain. Donc, pour ce faire, mon exposé sera reparti en 4 temps forts. La période précoloniale, pour cerner la genèse du Gabon, d'où vient le Gabon, la période coloniale pour comprendre les efforts faits par les habitants du Gabon durant la période coloniale pour s'affranchir des pesanteurs impérialistes, la période post-coloniale qui, elle, aura 3 sous-titres. Un petit A, l'armée tente de sortir des griffes face à la dictature aux premières heures du Gabon naissant.
le B, petit b, la résistance des Gabonais face à l'instauration du parti unique. Et 3, l'apocalypse gabonais sous le règne de la famille Bongo. En 4, nous aurons les enjeux ou leviers de conquête de la souveraineté intégrale du Gabon. Donc, je vais aller à la période précoloniale qui nous renseigne sur la genèse du Gabon. Nous entamons cette période précoloniale du Gabon avec la découverte de l'estuaire du Gabon ou encore des côtes gabonaises par des explorateurs portugais dans les années 1472. Et c'est cet estuaire du fleuve qui baigne les côtes gabonaises avec sa forme de caban, qui signifie en portugais manteau de marin, qui a inspiré le nom Gabao, pas Gabon, Gabao, donné par les explorateurs portugais. Gabao qui, à son tour, dans sa version francisée, une façon de dire en français, a donné le nom Gabon. Donc, la découverte des côtes gabonaises par les Portugais en quête de nouvelles terres pour faire face à la surpopulation à laquelle ils sont confrontés avec le phénomène de baby boom leur permet de s'y installer et de contenir le boom démographique qui gagne leur pays. Ainsi débute un processus de colonie de peuplement, distinct de colonie d'exploitation, qui renvoie à la prédation exponentielle de nos richesses pratiquées par les Français sur le sol gabonais et partout dans les colonies françaises d'Afrique. Ça, c'était pour la genèse, pour comprendre d'où vient le Gabon. Nous allons rentrer dans la période coloniale avec ses fortunes diverses dans la volonté des peuples à cette époque de s'affranchir des pesanteurs impérialistes. En 1882, le Gabon intègre la colonie du Congo français, date qui est le prologue d'une longue période d'exploitation des ressources humaines locales, des minéraux et des essences forestières. Dans leur ruée vers l'or, les explorateurs français font une percée à l'intérieur des terres gabonaises, contrairement aux Portugais qui se sont limités à la zone côtière. Pour parvenir à leur fin, ces colons équipés d'armes à feu pour certains, de Bibles pour d'autres et de coffres forts en mal de contenu pour d'autres encore, écrasent avec impétuosité sur leur passage des populations autochtones désarmées en les soumettant par la force aux troisièmes. Les troisièmes, c'est militaires, missionnaires et marchands. Militaires, c'était pour mater les résistances. Missionnaires pour œuvrer à la docilité des âmes et l'acculturation des peuples africains. Marchands pour planifier le pillage, organiser les richesses du pays avec l'installation des comptoirs. À cette époque, puisque le Gabon n'existait pas en tant que pays, il s'agissait donc de défendre la souveraineté, il ne s'agissait donc pas de défendre la souveraineté nationale, mais de défendre la souveraineté des regroupements de terres face à l'agresseur qui a multiplié des pratiques d'humiliation, de paupérisation et de désorganisation des codes sociaux par la disparition savamment orchestrée du droit coutumier fondé sur la tradition orale au profit du droit napoléonien, qui est l'ensemble des règles qui déterminent le statut des personnes de nationalité française. C'est-à-dire que leur objectif était de faire des peuples autochtones des peuples assimilés. Des manœuvres visant donc à favoriser la perte d'identité culturelle des peuples autochtones avec pour modus operandi divide out imperes, c'est-à-dire diviser pour mieux régner. Une invasion d'explorateurs français à laquelle les chefs communautaires ont opposé résistance. Parmi les figures les plus emblématiques de la résistance de cette invasion prédatrice d'explorateurs français au Gabon figurent, on va citer quelques-uns, Nyonda Makita, Eman Tole, le guérilla Douma Wongo, Bombe Enyambe, Owono Minza. Tous ont fait preuve de courage, d'abnégation et de sens du sacrifice dans cette épreuve de survivance face à de redoutables ennemis surarmés. Il s'agissait là de valeureux guerriers repartis donc dans les 4 coins du pays, du nord au sud, à l'est, au nord-est, etc. Face à des redoutables ennemis surarmés, disais-je, il s'agissait pour ces valeureux guerriers qui ont défendu au prix de leur vie l'intégrité des terres placées sous leur commandement. Et face à la redoutable force de feu de l'homme blanc, nos braves héros ont été soit assassinés pour certains, soit faits prisonniers à l'issue de rudes confrontations pour d'autres,
avant de trouver la mort dans les geôles de l'oppresseur. En 1947, sous l'Afrique équatoriale française, le Gabon se dote de sa première représentation politique, l'Assemblée représentative, devenue en 1952 l'Assemblée territoriale. Les chambres du Parlement, au sein desquelles siège donc un collège mixte composé de Gabonais et de Français, voté par deux modes électifs distincts. Pour voter en faveur des délégués blancs, il fallait être de nationalité française tout simplement. Et pour voter en faveur des délégués gabonais, en plus de la nationalité gabonaise, il fallait disposer de biens matériels, dont foncier, les terres, voire être descendant d'une lignée de chefs notables, c'est-à-dire jouir d'un statut social qui fasse autorité. Les critères discriminatoires d'accès au droit de vote, encore appelé suffrage censitaire, mais un suffrage qui a évolué, puisque le suffrage censitaire a pris fin au profit du suffrage universel, j'allais dire, en 1956, après l'adoption de la loi cadre, qui se prononce pour l'élargissement au-delà du territoire français du suffrage universel aux personnes vivant dans les territoires sous administration coloniale française. Les Gabonais dans leur ensemble expérimentent le suffrage universel pour la première fois lors du référendum d'autodétermination du 28 septembre 1958, qui prive le pays de la possibilité de se départir du tutorat français après la victoire du oui avec 52% des suffrages. Victoire qui a mis de facto à minorité les partisans de la rupture des liens vassaliques avec la France. Une quête de renouveau politique qui était portée par un certain René-Paul Souzat, président du Parti de l'Unité nationale gabonaise, le PUNGA, et par une jeunesse avide de conquête de la souveraineté intégrale et dont le leadership était singulièrement incarné par un jeune loup, Joseph Redjambi Essani, à l'époque élève au collège Monseigneur Bessieux à Libreville. Ça, c'était pour la période coloniale. La période post-coloniale. Dans les hauts faits des populations visant à s'affranchir du joug impérialiste et notamment de leur nègre de salon qui était imposé au sommet des leviers de nos États, l'on va mettre un accent sur la tentative de l'armée gabonaise à cette époque de s'affranchir de la dictature Léomba du nom du premier président et premier ministre gabonais, et ce, aux premières heures du Gabon naissant. Le territoire gabonais cède place à la République autonome du Gabon en 1959, après l'adoption le 19 février de la même année de sa première constitution. Et le premier coup d'État électoral de l'histoire politique du pays remonte au 15 mai 1957, lors du vote des membres du bureau de l'Assemblée territoriale à l'issue des élections législatives de mars 1957. Un coup de force politique à mettre au compte du Bloc démocratique gabonais, le BDC de Léomba, un BDC pourtant largement laminé aux élections législatives avec 8 conseillers élus contre 18 à son principal adversaire, l'Union démocratique et sociale gabonais, USDG, de Jean-Hilaire Obama. Et comme par magie, le BDC, mis à l'index, vaincu donc dans les urnes, parvient par des détours dont il a seul le secret à obtenir en sa faveur le vote de l'ensemble des sièges du bureau de l'Assemblée territoriale contre 0 siège, curieusement, à son principal rival politique, l'UDSG, malgré sa victoire dans les urnes. Un tripatouillage politique imputé à la mise à contribution des Ménoirs, faisant profession de trafic d'influence, d'achat de conscience et de harcèlement politique. Le 16 août 1960, à minuit, le Gabon accède à une indépendance de pacotille sous régence française. Indépendance folklorique qui donne au Gabon de basculer de son statut de République autonome du Gabon à la République gabonaise. Avec cette indépendance en trompe-l'œil, doublée de la présence de son homme de paille aux commandes du Gabon, la France tient clairement à garder une haute main sur les richesses du Gabon en contrôlant l'élite par le clientélisme politique. Le premier coup d'État constitutionnel de l'histoire du Gabon intervient, lui, le 17 novembre 1960, avec la dissolution de l'Assemblée nationale par le Premier ministre Léon Gabriel Bamiko.
Dissolution qui a été suivie de la traque des membres du bureau de l'Assemblée nationale sur fond de chasse à l'homme, des pratiques de violence politique initiées avec la complicité bienveillante de la France pour contrer par la force le projet de motion de défiance contre le Premier ministre après que ce dernier ait procédé à un remaniement gouvernemental sans l'avis du Parlement et ce, en violation des dispositions de la Constitution de 1960 qui étaient d'essence parlementaire. Consumé par un appétit dévorant de pouvoir, le Premier ministre de l'époque, Léon Bas, se drape du manteau de dictateur sous les tropiques en convoquant des élections législatives et présidentielles sans la participation d'opposants le 12 février 1961. Scrutin à l'issue desquels il s'offre une Assemblée nationale à son goût, cette fois d'essence présidentielle, tout en concourant à la présidentielle sans adversaire avant de se tailler une victoire à la soviétique lors de cette première élection présidentielle de l'histoire du Gabon avec un score éhonté de 100% des suffrages exprimés. Cette dérive autocrate a plongé le pays dans une crise politique sans précédent au point de susciter l'irruption des militaires dans l'arène politique. Les brutes casernes, à l'origine du coup d'État militaire sans effusion de sang du 14 février 1964 contre le président Léon Bas. Un putsch motivé par le souci de conquête de notre souveraineté, puisque visant à libérer le Gabon et les Gabonais du joug de la France-Afrique en mettant au banc de l'exercice du pouvoir son homme de paille, c'est-à-dire le président Léon Bas. Se refusant à perdre la main sur la vache à lait qu'est le Gabon, la France décide unilatéralement de voler au secours du soldat Léon Bas en prétextant répondre à une demande d'intervention qu'auraient formulée les autorités gabonaises. Résultat des courses, Léon Bas est exfiltré des griffes de ses preneurs d'otages et rétabli au pouvoir par des militaires français. Une opération de sauvetage assortie de bains de sang, à contrario au coup d'État militaire opéré sans mort d'homme. Des militaires insurgés qui ont sauvagement été assassinés par des soldats français et leurs corps sans vie jetés dans une fosse commune, selon de nombreux témoignages. Nous allons parler de la résistance des Gabonais face à l'instauration du parti unique pour montrer combien de fois ils ont tenté justement de construire et bâtir le processus d'accès à notre souveraineté intégrale, un processus que nous avons hérité, nous les générations présentes, et dont nous avons l'obligation de léguer aux futures générations avec des avancées beaucoup plus grandes que celles que nous avons héritées. L'arrivée d'Albert Bongo à la tête du Gabon après le décès le 28 novembre 1967 du président Léon Gabriel Mbamiko coïncide avec la mise sous les témoins du pluralisme politique au profit du parti unique. C'est ainsi qu'est créé le 12 mars 1968 le Parti démocratique gabonais, le tristement PDG. Heurtés par cette reculade démocratique, de nombreux Gabonais s'organisent soit dans des mouvements politiques clandestins, soit dans des cercles de réflexion ouvertement opposés à l'iniquité du monopartisme en vue du triomphe de la démocratie. Plusieurs opposants sont arrêtés et d'autres tués, notamment Germain Bas, opposant Albert Bernard Bongo, lâchement assassiné le 17 septembre 1971 au seuil de la porte d'entrée de son domicile à Libreville par des barbouzes à la solde du régime Bongo. Début toujours 1970, des membres de l'Organisation nationale des étudiants du Gabon, ONEC, sont arrêtés et jetés en prison en même temps que certains de leurs enseignants qui faisaient office de mentors. Maître Louis Agonjo Kawe, Anselme Nzogé Nguema, Joseph Ndjambe Issani, Patrice Ondomba, Akaga Akelogo, Bertrand Bekale, Marc Huéropivia et bien d'autres avaient été placés sous mandat de dépôt pendant 3 à 4 ans avant de recouvrer la liberté au compte-gouttes. Le mouvement de redressement national Morena, créé clandestinement sous le parti unique,
le 23 novembre 1981 à minuit, voit ses leaders passer aux arrêts le mois suivant, en décembre 1981. Des vagues d'interpellations qui sont organisées avant, pendant et après la mythique marche de la gare routière à Libreville le 1er décembre 1981. Une marche blanche qui visait à revendiquer l'instauration d'un régime démocratique au Gabon. Parmi les personnes interpellées, l'on peut notamment citer Feu Simon Oyono Abba, Moubamba Diengui, Luc Pengonossi, Jules Babekal, Nzeto Madidine, Anselme Zogengema, Jean-Marie Obam, Obian Etougué et deux de ses garçons, Guéma Metougué, pour ne citer que cela. Le 14 juillet 1989, l'opposant Pierre Mamboundou s'associe à d'autres Gabonais pour créer clandestinement l'Union du peuple gabonais UPG, dont l'un des membres fondateurs, Lukaka Nziengi Mokwati, est arrêté le 25 septembre 1989 au prétexte de complicité de participation à un coup d'État. Lukaka Nziengi meurt en prison dans des conditions controversées le 12 décembre 1989. Le parti unique rime avec règne de la terreur et du déni du pluralisme d'opinion. Dans cette vague de cynisme politique, le régime d'Omar Bongo s'autorise à instaurer la peine de mort en 1963 et passer au peloton d'exécution plusieurs opposants et plusieurs personnes condamnées à la peine capitale pour des faits relevant du droit pénal. C'est sur le front de mer à Libreville, à la funeste place dite Orlando, que sont organisées les fusillades publiques des damnés du régime criminel au pouvoir. Au nombre des victimes, on compte le Saint-Cyrien, c'est-à-dire un officier sorti de l'école militaire de Saint-Cyr, le capitaine Alexandre Manza, fusillé en 1985 à la suite d'accusations de complot contre l'État. La page sombre du parti unique est tournée avec la convocation de la conférence nationale en 1990, conférence nationale qui scelle le retour au pluralisme politique avec l'illusion d'instauration d'une ère démocratique. Un effet d'annonce de démocratie pluraliste resté au stade des déclarations de bonnes intentions, puisque 33 ans après l'organisation de cette conférence nationale en 1990, le régime Bongo ne cesse de briller par le déni permanent de démocratie à travers des coups d'État électoraux érigés en mode de gouvernance. Nous allons parler de l'apocalypse gabonais sous le règne familial des Bongo. Cette succession d'événements malheureux évoqués plus haut a favorisé le passage du Gabon ces 50 dernières années sous les fourches codines de 3 générations du clan familial des Bongo, avec en tête d'affiche Bongo Père ou Bongo Premier, représenté par près de 40 ans de règne sans discontinu d'Omar Bongo, dont la succession controversée à la tête du pays a fait place en 2009 à Bongo Fils ou Bongo II, pour ne pas citer Ali Bongo Ondimba. Le fils Bongo, Ali Bongo Ondimba, dont les 14 années de magistère sont soldées par la déchéance sociopolitique du Gabon sur fond de désacralisation de la fonction présidentielle. Ali Bongo Ondimba, qui était par ailleurs soupçonné de dévotion dynastique au profit de son fils, Noureddine Bongo Valentin, dont les agissements laissaient transpirer une posture de futur despote. Mais avec le soutien de Dieu, les Gabonais ont été épargnés du supplice du règne de Bongo III avec Noureddine Bongo, grâce notamment au coup d'État militaire du 30 août 2023, qui a placé depuis lors le pays sous contrôle du comité de transition pour la restauration des institutions, le CTRI, avec à sa tête le général de brigade Brice Clotaire Oniguindema, élevé par ses pairs, président de la transition et chef de l'État. Donc, le comité de transition pour la restauration des institutions, c'est l'institution créée après la prise du pouvoir par les militaires le 30 août dernier. Près de 2 mois après cette révolution de palais, l'euphorie suscitée avec l'arrivée des militaires au pouvoir sur fond de promesses de renouveau politique s'effrite. Un sentiment de perplexité conforté par le retour du système Bongo PDG aux avant-postes de l'arène politique et aux commandes de l'appareil administratif de l'État. Mieux encore, la sorte d'amnistie ou d'impunité dont jouissent
Les hiérarques du système déchu, le système Bongo PDG, du haut de leur qualité de comptable de la banqueroute du Gabon, questionnent les militaires au pouvoir qui sont d'autre part mis à l'index pour leur incapacité à tutoyer la France et son système mortifère qu'est la France-Afrique, ce cancer qui diffuse à profusion ses métastases dans l'ensemble du corps social du grand malade qu'est le Gabon. Enfin, les enjeux ou leviers de la conquête de la souveraineté intégrale au Gabon. Au déroulé des principales étapes de la marche du Gabon évoquées plus haut, durant les périodes précoloniales, coloniales et postcoloniales, un dénominateur commun s'invite comme goulot d'étranglement à son accès à la souveraineté nationale intégrale. Il s'agit, sans faire la fine bouche, de la France impérialiste, visant via son monstre froid qu'est la France-Afrique, instrumentalisé à maintes fois en moteur des accords de coopération esclavagiste scellés entre les deux pays, et ce, au détriment du Gabon et de son peuple, voué à végéter dans le dénuement total dans un pays paradoxalement doté de richesses à profusion. Les accords de coopération qui constituent une chape de plomb à la liberté politique et à l'affranchissement des pesanteurs monétaires et militaires, symbolisés par le franc CFA et la base militaire française encore présente au Gabon, en soutien au régime des Bongos. Les Bongos sont peut-être partis, sinon partis apparemment, mais le système Bongo PDG demeure aux commandes de l'État puisqu'elle est toujours la première force politique et ses membres continuent à garder sous le coude les leviers le contrôle des principaux leviers de l'administration centrale. Le mal étant clairement identifié, c'est-à-dire la France-Afrique, il revient alors à chaque génération d'Africains d'assumer sa part de responsabilité à travers l'engagement politique ou l'engagement dans toute autre forme d'activité citoyenne susceptible justement de nous défaire de cette présence encombrante de la France-Afrique. Il s'agit donc pour chaque Africain de se donner les moyens nécessaires à confronter cet ennemi commun et ces hommes de paille, complices de la prise d'otage de nos libertés civiles et politiques. La liberté du Gabon en particulier et de l'Afrique en général, et partant l'accès à la jouissance de notre souveraineté intégrale, est à ce prix, le prix de l'affranchissement des pesanteurs que sont justement la France-Afrique et tous ses leviers, et à côté de ça, les hommes de paille, justement, des Africains comme nous, qui se constituent en nègres de salon pour accompagner la France-Afrique à nous assujettir et à piller nos ressources, une pratique séculaire pour laquelle nous devons coûte que coûte nous libérer pour espérer justement parvenir à cette souveraineté intégrale pour le Gabon et pour le reste des États africains sous giron de la France. Alors, retroussons les manches et libérons-nous. Sur ce, je dis France dégage en levant le coude. Je vous remercie de votre attention en restant justement à l'écoute des différentes préoccupations pour éclairage s'il y aurait des zones d'ombre naturellement qui se dégageraient de cet exposé. Merci Prince, merci à l'ensemble des participants.